Bonjour Simon, donc voici le résumé de ce que nous avions fait vendredi dernier. Donc ce samedi dernier, j'ai voté et j'ai voté pour trois autres personnes car j'avais trois procurations. Je suis allée voter dans deux endroits différents. Le premier endroit, c'était pour mon propre vote, mon vote personnel et dans un endroit différent pour les procurations. Alors c'est un peu typique de la bureaucratie française. Euh, j'ai été déçue de voir les résultats. Je dois t'avouer que dimanche, j'ai attendu avec impatience les résultats. Je crois qu'on a obtenu les résultats, c'était à 11 heures du matin. Et j'étais vraiment très très déçue de voir que Macron est arrivé en tête, avec en deuxième position Marine Le Pen. On pouvait s'attendre à ce genre de résultat car Fillon avait beaucoup de problèmes. Mais bon, de voir que Macron, qui était socialiste, qui est devenu centriste, a changé de veste et il est en fait, disons, une nouvelle image du socialisme qui est déguisée en fait. Ce sont des personnes de droite, c'est la gauche caviar, la gauche champagne, qui est déguisée avec l'habit de socialiste. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y aura pas de changement car Macron c'est un peu l'extension de François Hollande et je suis vraiment extrêmement déçue. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que les Français votent Emmanuel Macron. Il faut que je vais te montrer quelque chose parce que vraiment ça c'est mon email chinois. Je vais te montrer euh, une petite vidéo si j'arrive à la trouver. Petite minute. On va faire la France contemporaine. Bon, ça c'est mon profil et je crois que j'avais mis une petite vidéo des laissez-moi voir. Là, je me moque de Macron alors bien fortement. Voilà. Alors ça, je pense que ce n'est pas très, très long. Ce sont les électeurs de Macron qui sont assez jeunes et qui, je dois dire, ne comprennent rien à la politique. Alors, si ça marche, ça marchait il n'y a pas très longtemps. En fait, on voit des jeunes, il y a un journaliste qui pose des questions à des jeunes qui ont voté Macron et qui vont encore voter Macron. Et ce sont des jeunes qui ne connaissent même pas le programme d'Emmanuel Macron. Alors, ça ne marche pas du tout. J'essaie de réessayer. Ah, voilà.
Ok, donc tu as une idée de ce qui se passe. Voilà, c'est... euh, voilà, donc c'est assez... ce sont des gens qui vont à un meeting d'Emmanuel Macron et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Voilà, donc ils vont voter pour un monsieur qui incarne le renouveau, qui est jeune, et voilà, c'est tout. Voilà, on ne va pas plus loin. Donc je suis vraiment outrée, j'ai honte de voir que les Français sont vraiment... voilà, une bande d'idiots en fait. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire que je suis pour Marine Le Pen, mais je pense que c'est vraiment désolant d'en arriver à ce point-là. Mais bon, je n'en dirai pas plus. On en parlera un peu plus. Je crois que je te vois mardi ou mercredi, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne suis pas sûre. On va confirmer, d'accord? Je t'envoie un email. Mais là, je- je vais lire La France contemporaine. On en est à la page 21. Et on avait déjà parlé des maires de Paris. Donc on n'avait pas eu de maire pendant la Troisième, Quatrième République et pendant les premières années de la Cinquième République. Ici, on dit que les hommes politiques croyaient qu'un maire de la capitale était élu directement par les habitants, avait trop de pouvoir et représenterait une menace. En fait, il y a cette idée que le représentant de Paris, c'est un peu le roi, c'est le représentant de toute la France, qui pourrait être en fait le maire de Paris, c'est comme en fait le président de la République. Voilà, donc c'est un petit peu pour cela. Mais il y a quand même une différence entre gouverner Paris et gouverner toute la France. Voilà. Parce que les Parisiens pensent qu'ils sont le centre de la France, c'est pour ça. Alors, on a eu Jacques Chirac, on a eu Delanoë, on a eu pas mal de candidats. Delanoë, il a permis les mariages homosexuels et il a eu beaucoup de problèmes pour ça. Ensuite, on avait parlé des arrondissements, donc les quartiers et les monuments. Ok, donc aujourd'hui, Paris se compose de 20 arrondissements ou quartiers, on peut parler de quartiers, disposés en spirale à partir du centre-ville. Chaque arrondissement a un numéro et chacun a un caractère particulier. Les premiers numéros correspondent aux quartiers les plus anciens et parcourant les arrondissements, nous pourrons mentionner les monuments les plus célèbres qui confèrent un aspect distinct à la capitale. Les arrondissements 1, 2, 3, 4. Les premiers arrondissements, les quatre premiers arrondissements correspondent au Vieux Paris et recouvrent les îles de la Seine et la partie la plus ancienne de la rive droite. Sur le côté ouest de l'île de la Cité, premier arrondissement, se trouvent deux institutions administratives, la préfecture de Paris et le palais de justice. Le palais de justice, appelé le palais royal jusqu'à la Révolution, était la résidence des premiers rois capétiens. Une partie du palais, la conciergerie, servait de prison. Marie-Antoinette et Robespierre y ont été internés à l'époque de la Révolution. On peut aussi y visiter la Sainte-Chapelle, construite au XIIIe siècle par Saint Louis et célèbre pour ses beaux vitraux. Le pont Neuf, achevé par Henri IV, traverse la Seine et relie l'île de la Cité au quartier du Louvre, sur la rive droite. Originellement une forteresse, le Louvre est devenu progressivement un palais au cours de l'Ancien Régime, à mesure que les rois successifs le faisaient agrandir et rénover. À l'époque de la Révolution, le Louvre est passé du statut de palais royal à celui de musée, devenant ainsi le premier musée national d'Europe. Avec des galeries qui couvrent 17 kilomètres, le Louvre est actuellement le plus grand musée du monde et peut-être le plus célèbre. L'État français poursuit une longue tradition instaurée par Louis XIV. L'État, c'est moi, le roi Soleil. Alors voilà, on a tous les arrondissements ou les quartiers. Ok, je ne sais pas s'il y a un petit texte. Je vais essayer d'y aller tout doucement. Et voilà. Au XVIIe siècle, selon laquelle l'État encourage, favorise et protège les arts et la culture, l'État a pour mission la conservation du patrimoine national. Donc tu peux voir euh, des petits châteaux, des petits villages aussi, ou des grands châteaux qui sont en fait préservés par le gouvernement, par le patrimoine national. Donc l'État peut aider financièrement ces endroits, ces locations, pour les rénover, pour les maintenir en état. Les rénovations du Louvre ont fait partie de cette mission. Le président François Mitterrand a fait construire
la fameuse pyramide en verre qui sert de nouvelle entrée au musée et qui a provoqué de nombreuses controverses. C'est vrai, il y a beaucoup de Français qui ont critiqué cela. C'est vraiment c'est difficile hein, avec les Français. Dans le premier arrondissement, on trouve aussi le Forum des Halles, un immense centre commercial construit dans les années 70, en 1970, sur l'emplacement des anciennes Halles de Paris. Le deuxième et troisième arrondissement correspondent à la vieille ville marchande de la rive droite. La Bourse, centre des affaires commerciales et bancaires, se trouve dans le deuxième, dans le troisième, dans le deuxième point. Dans le troisième, on peut visiter l'ultra-moderne Centre Georges Pompidou, dit aussi Centre Beaubourg. C'est une énorme construction en acier et en verre qui date des années 1970 et qui contraste avec l'aspect ancien du quartier. Il abrite, entre autres, among other things, une bibliothèque publique et un musée d'art moderne. Le quatrième arrondissement comprend le Marais, sur la rive droite, ainsi que l'île Saint-Louis et le côté et de l'île de la Cité. Aujourd'hui en pleine rénovation, le Marais abrite le quartier juif le plus ancien de Paris. On y trouve des hôtels particuliers qui appartenaient à l'aristocratie des XVIIe et XVIIIe siècles. Le magnifique hôtel de ville, la mairie de la ville de Paris, s'y trouve ici aussi. À l'est, la limite du 4e arrondissement est marquée par la place de la Bastille, site de la prison royale démolie à l'époque de la Révolution. Aujourd'hui, cette place est dominée par la colonne de la Bastille au centre et par le nouvel Opéra Bastille, construit pendant des années 1980. J'ai habité à la Bastille. J'adore ce quartier parce que j'y ai habité et j'ai beaucoup de souvenirs. Et j'avais ma tante qui travaillait là-bas et on se faisait des petites bouffes. Petites bouffes, c'est just like small meals, you know. Sometimes we're eating for lunch or for dinner, supper. Bouffe, it's spelled B-O-U-F-F-E. Ok. Donc la Bastille, site de la prison royale démolie à l'époque de la Révolution. Aujourd'hui, cette place est dominée par la colonne de la Bastille au centre et par le nouvel Opéra Bastille, construit pendant les années 1980. La petite île Saint-Louis, dépourvue de grands boulevards et de stations de métro, est un des quartiers les plus calmes de la capitale. Sur l'extrémité et de l'île de la Cité se dresse la grandiose cathédrale Notre-Dame de Paris, la première grande cathédrale gothique et un des monuments les plus célèbres de la ville. Elle date des XIIe et XIIIe siècles et elle marque le centre géographique de Paris. Je pense que ça c'est Notre-Dame. Je pensais que ça datait du Xe siècle en fait, ou du XIe siècle. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Enfin bref. On va continuer plus tard avec les arrondissements 5 et 7. Okay, donc c'est très intéressant, c'est bien fait, c'est bien écrit. J'aime bien ce livre. Ensuite, voilà la transcription qui vient de Skype. Et nous avions parlé de politique, bien sûr. On avait commencé avec les attentats des Champs-Élysées et Marine Le Pen a profité de la situation pour en parler. Okay. Donc je sais ce qui s'est passé. J'ai entendu parler des attentats sur les Champs-Élysées. Donc j'ai entendu parler. Marine Le Pen a tenté de profiter. Donc elle souhaite fermer les frontières. On sait, moi je connais son programme. Je n'arrive pas à comprendre le programme d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas où est-ce qu'il se positionne fiscalement, au niveau des taxes, au niveau de la politique étrangère, au niveau de l'Europe, au niveau des petites entreprises, au niveau du professionnel. Quand il était ministre de l'économie, il a privatisé beaucoup de choses qui étaient publiques, comme par exemple l'aéroport de Toulouse. C'est privatisé maintenant. Voilà, je crois que ça appartient à des Chinois. Donc c'est pour ça que je suis vraiment en colère parce que ce monsieur va vendre la France. Voilà. Alors d'un côté, on a Marine Le Pen qui veut protéger la France et là on a un vendu, quelqu'un qui veut vendre la France. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. On ne peut pas trouver un juste milieu, un middle ground. Donc fermer les frontières, ça c'est
un des aspects du programme de Marine Le Pen. Donc avant les élections, il y avait beaucoup de prédictions, il y avait beaucoup d'estimations, et il y a même des articles qui ont suggéré que les élections seront très serrées. Ouais, ouais. Je te l'ai dit, hein, Macron, il est boosté en fait, il est poussé par les médias et par l'élite financière. Il est très difficile de faire confiance aux sondages, très difficile. Il est difficile de faire confiance aux sondages. On s'aperçoit que Macron va gagner avec Le Pen, voilà, c'est ce qui s'est passé. Les électeurs, les voteurs, on peut dire ça aussi, c'est bon, mais c'est plus pratique de dire les électeurs. Les électeurs, il y a beaucoup d'électeurs qui sont en colère parce qu'ils ont voulu voter pour Mélenchon, ils ont voulu voter pour Poutou, je crois, ils ont voulu voter pour, disons, une politique un petit peu plus modérée. Ok. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés voter. Quand je suis allée voter au consulat, euh, il y avait énormément de Français, énormément. Le taux de participation était de 82%, je crois, et c'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose qui ne s'était pas passé depuis longtemps. Voilà. Alors, les gens, les Français veulent du nouveau, mais ils n'ont rien compris au programme d'Emmanuel Macron. Euh, Ils ne vont pas voter, non, ils ont beaucoup voté. Voilà. Alors, d'un côté et d'un autre côté, on one hand and the other hand, élire, to elect, okay, voter pour. Ce n'est pas la même chose en Allemagne, aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, le système politique est assez différent en France. On a 2 tours. On a donc sur 11 candidats, on a choisi 2 candidats. Voilà, donc c'est la dernière, le deuxième tour, c'est le moment final. Mais attention, tout n'est pas joué, parce que nous avons aussi les élections législatives. Donc imaginons le pire des scénarios. Voilà, Macron est élu. Et s'il a un gouvernement de droite, ben, il est centriste, donc il est à la fois droite et gauche. Il est un opportuniste, c'est un opportuniste. Donc ça ne changera pas grand-chose, mais disons qu'il va certainement avoir les candidats de droite. Il y aura beaucoup de candidats de droite qui vont être élus pour les élections législatives. Donc euh, cela va, on va donner en fait la couleur du gouvernement. Soit ce sera un gouvernement de droite ou de gauche. Voilà. On a eu une seule fois un président centriste, c'était Valéry Giscard d'Estaing, qui n'a pas été réélu. C'était un peu un monsieur un peu élite qui n'a rien compris aux Français. Je crois qu'il est encore vivant, je ne suis pas sûre. Et je crois qu'il travaille au Sénat ou au Conseil constitutionnel. Donc il a une pension pour le restant de sa vie. Les systèmes en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, c'est un peu différent. On prétend que le système politique a évolué, okay, pendant 200 ans. Mais en fait, on parle beaucoup de démocratie. On utilise souvent le mot démocratie, mais en fait, la démocratie, je ne la vois pas. Hein, je ne la vois absolument pas parce que tu vois des candidats qui sont poussés par les médias, qui ont été choisis euh, et qui vont représenter les Français. Alors attention, moi je suis désolée, je ne parle pas je ne parle pas de démocratie ici. Voilà. Je ne sais même pas si mon vote a été compris, a été pris. Je vote à l'étranger, je ne sais pas si les votes des Français qui vivent à l'étranger ont été calculés. Ok. Donc voilà, voilà. On parle de démocratie. Je crois que c'est simplement une programmation. C'est un brainwashing. Voilà, les gens ne savent plus ce que c'est la démocratie, malheureusement. Alors, être orgueilleux, non, on n'avait pas l'orgueil, on n'avait pas parlé de ça. Disons qu'une petite tendance, voilà, un petit ruisseau, une petite tendance fasciste aux États-Unis. Ok, si on veut vraiment parler d'histoire vraie, concrète, américaine, il y a un passage, une période. Bon voilà, on parle du génocide des Américains,
des natifs américains, ok. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont accepté beaucoup de scientifiques allemands qui étaient nazis, qui travaillaient pour les nazis. Ok. On a l'ancienne Gestapo qui... il y a des petites controversies qui dit en fait que la Gestapo était devenue la CIA. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres. Il y a eu beaucoup d'expérimentations sur la population américaine également, des expérimentations psychologiques, physiques, euh, fiscales, financières, voilà, mais plus au niveau psychologique, voilà. Et je dirais que j'ai toujours eu cette impression que après l'Allemagne nazie, ok, il y a eu des choses qui ont été importées aux États-Unis. Voilà, des idées, des expérimentations, certaines technologies qui ont été importées aux États-Unis. Et c'est pour ça que je dis que, tu vois, une petite tendance fasciste, je pense que ça a duré pendant pas mal de temps. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ok, je ne l'impose à personne. Mais je pense que la démocratie américaine, c'est une blague. Je suis désolée, mais je pense qu'on peut avoir l'option de que deux partis, démocrates, républicains, voilà. Si on est indépendant, on prend le risque de ne pas être élu, de ne pas être entendu et de ne pas passer à la télé parce que les gens s'en fichent. Voilà. Alors on parle de démocratie avec simplement deux courants politiques, deux partis politiques. Voilà. C'est assez limité, je crois, pour une démocratie. On parlait des gens en prison. Ouais, il semblerait qu'il y a de plus en plus de gens en prison. On construit de plus en plus de prisons. Voilà, on construit aussi des camps. N'oublions pas le Guantanamo Bay. Sorry for the pronunciation, I forgot the word. C'est une prison qui était américaine, mais qui était sur un sol international et où on pouvait torturer, on pouvait négliger les prisonniers parce qu'ils ils ne pouvaient pas faire appel à la loi américaine. Voilà, les droits de l'homme. On parle des droits de l'homme en Chine, on parle des droits de l'homme en Turquie, mais je crois que les droits de l'homme aux États-Unis ne sont pas respectés, surtout quand on est pauvre. Voilà, ça c'est une vérité qu'il ne faut pas négliger. Il y a de plus en plus de gens en prison, surtout des Noirs, des Latinos aussi. Le racisme est présent. Donc plus de gens en prison par rapport à d'autres pays. Okay. Un système similaire au problème britannique. Généralement, les grandes puissances en fait, qui sont l'Angleterre et les États-Unis, sont des pays qui se sont effondrés. Voilà. Bien sûr, les médias n'en parlent pas. Bien sûr, personne n'en parle. Personne ne veut accepter le fait que l'économie américaine, c'est une rigolade, c'est une blague. L'économie anglaise a décidé de partir de l'Union européenne pour avoir un petit peu plus de liberté économique et financière. Mais je pense que la vérité, c'est que aux États-Unis, bon, quand tu vis dans une grande ville qui a de l'argent, on ne voit pas forcément tous les problèmes économiques. Mais moi, j'ai été outré les premières années que je suis arrivé aux États-Unis, j'étais outré de voir autant de pauvres. Voilà, autant de pauvres. J'en voyais à Paris, j'en voyais à Lille, j'en voyais dans beaucoup de grandes villes françaises. Mais là, j'avais cette idée qu'aux États-Unis, eh bien, la pauvreté était assez, comment dire, euh, faible. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une déception. Voilà. Donc, les inconvénients et les avantages. Ok. Donc, les avantages pros et les inconvénients cons. Nous voulons protéger notre souveraineté. Donc, en France, on veut protéger une espèce d'identité qui a été perdue. Avec toutes les vagues d'immigration, je ne dis pas que je suis contre l'immigration, je suis pour l'adaptation. Okay. Moi, je suis issu. Mon père est italien, il n'a jamais voulu vivre en France, il déteste la France. Ma mère est française, hein, ils ont toujours vécu en Italie. Ma mère habite en France, elle est revenue en France il y a quelques années, à peu près
7 ans, je crois, 6 ans, pour s'occuper de ma grand-mère. Et elle est restée en France, même si elle n'aime pas. Il y a beaucoup de contradictions chez ma mère. Mais moi, j'ai toujours vécu avec mes grands-parents dans le nord de la France, à côté de Lille. Et mon grand-père était italien et ma grand-mère polonaise. Donc moi, je suis issue d'une famille d'immigrants, voilà. Euh, et je me suis adaptée, voilà. C'est pas facile avec des grands-parents qui ne comprennent pas forcément les nouvelles générations, les générations contemporaines. Donc j'ai eu une éducation qui vient en fait de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Donc mes grands-parents ont connu la guerre, hein. Donc j'ai eu cette éducation. Voilà, c'est pour ça que l'histoire c'est très important pour moi. Ensuite, la crise d'identité, elle est là parce qu'on a eu beaucoup de vagues d'immigrants qui ne se sont pas adaptés. Donc il y a beaucoup de gens qui demandent des aides financières en France et qui ne travaillent pas, qui se disent, moi je ne vais pas travailler, je ne vais pas contribuer à la société. Voilà, c'est ça qui crée les problèmes en France, c'est tu ne contribues pas à la société, donc tu es un parasite. Voilà, il y a beaucoup de Français qui pensent de cette manière. Euh, nous voulons protéger notre souveraineté, donc c'est une idée un peu rétrograde, un peu archaïque, ok. Et je t'avais envoyé un lien des futures grandes puissances. Donc la Chine, tiens, on va regarder en vitesse, si je peux l'ouvrir, bien sûr. 2 secondes, ça va s'ouvrir. Donc ça vient du magazine du journal Le Figaro. Quelles seront les grandes puissances économiques en 2050? Donc Le Figaro, c'est pas vraiment une référence, mais bon, c'est toujours intéressant de voir ça. Je ne vais pas, je ne vais pas mettre la vidéo parce que je n'ai pas envie de l'écouter. Tu as le lien, hein. J'espère que ça ne va pas jouer. Et on a quelques tableaux, quelques chiffres, et on nous dit en fait la Chine va rester numéro 1. Voilà, c'est toujours numéro 1. Les États-Unis qui vont chuter de 2 places, d'une place, pardon. L'Inde qui va venir à la position numéro 2. Donc si on regarde l'Allemagne qui va dégringoler, le Japon qui va dégringoler également, la Russie qui va rester à la même position, le Brésil qui va monter, je ne pense pas, parce qu'ils ont une grande crise politique et surtout financière en ce moment. C'est catastrophique. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 étudiants brésiliens. Et je peux te dire que j'en ai 2 qui sont déjà partis à Toronto. Il y en a 2 autres qui veulent partir. Et là, j'ai un monsieur qui a un doctorat en biologie et qui souhaite partir en Afrique du Sud. Et l'autre qui va accoucher, donc elle doit rester au Brésil, mais elle m'a dit qu'elle allait perdre son travail. Donc ils ont des problèmes pour payer les salaires. Ils ne veulent pas employer d'autres dans le service public, ils ne veulent pas employer de nouvelles personnes. Et puis c'est un peu comme une mafia, il faut savoir, il faut connaître des gens pour entrer dans le service public, dans le secteur public. Ok. Ensuite, on a l'Indonésie qui va monter, je ne comprends pas, peut-être. L'Angleterre qui va chuter d'une place, la France qui va chuter de 2 places. Alors déjà que c'est pas terrible. Tu sais qu'on était, avant, il y a quelques années, on était dans le top 5, hein. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qui se passe, mais on était dans le top 5, hein. Et là, ça dégringole, hein. Mexico qui va monter, il y a toujours ce monsieur qui crie dans la rue, ça fait 3 fois qu'il passe, je ne sais pas ce qui se passe avec les gens. L'Italie qui dégringole. Putain, je veux regarder l'Espagne. Ouh, holy moly. Parce que j'ai mon mari qui veut aller en Espagne maintenant. Euh, le Canada qui dégringole aussi. Je suis désolée pour ce monsieur qui crie. Je ne peux pas poser la vidéo, donc c'est vraiment. Je suis la plus embêtée en fait, parce que j'essaie de parler pendant qu'il parle. Qu'est-ce qui monte? L'Égypte, le Nigeria, le Pakistan, la Malaisie, la Philippine, l'Afrique du Sud qui monte un peu, le Bangladesh, le Vietnam. Ouais, bon, c'est toujours dans les tops. Le Canada qui chute. C'est pas terrible, hein.
c'est pas terrible. Mais l'Italie qui chute aussi. Ok, donc Mexique, ça monte. Brésil, ça monte, on verra. La Russie qui reste stable. L'Inde qui monte un peu et la Chine. Bon, bah allez, on va partir en Chine. Donc voici une estimation. C'est une estimation qui est faite par le Figaro et on sait que les estimations faites par les journaux ne sont pas toujours vraies. Ok. Donc attention, l'économie espagnole, on en avait parlé. J'avais dit que les Français sont très chauvins. L'esprit chauviniste est très important en France. Almost, presque. Ok. Donc on avait parlé de l'Espagne avec les 50% de chômage dans le sud de l'Espagne. Donc c'est en déclin. Nous sommes également les témoins du déclin des États-Unis. C'est un système qui est cassé. Il y a beaucoup de systèmes qui ne fonctionnent plus, mais bien sûr, personne n'en parle. On s'en rend compte, mais personne ne veut utiliser le mot cassé, par exemple, ou récession ou dépression. Voilà. Qui ne marche pas. Il est difficile pour les États-Unis de maintenir son pouvoir. C'est un système paralysé, okay, cristallisé. La Chine ne demande pas à ses citoyens de bâtir une autoroute, ils le font, ils prennent les décisions. Okay. Le gouvernement chinois prend des décisions et ils investissent dans l'infrastructure, chose qui est très très bien. Il est facile de négocier le système de la santé, ok, ça on en reviendra. Donc le système de l'infrastructure aux États-Unis, c'est une blague. Je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai pris la première fois le train, je peux te dire que j'étais vraiment en colère parce que c'était lent, c'était pas terrible, c'était pas confortable. J'ai mis 9 heures pour arriver à Seattle depuis Portland. C'était une connerie pure et simple. Enfin bref. Donc concernant le système de la santé, il est facile de négocier le système de la santé. Ils sont toujours en négociation pour remplacer l'Obamacare. Si les républicains modérés discuteraient avec les démocrates pour trouver un compromis, pour trouver un juste milieu, donc il faut aller au-delà des appartenances politiques, il faut aller au-delà des couleurs des appartenances politiques en disant voilà je suis démocrate ou républicain, donc modéré ou orthodoxe, démocrate orthodoxe, fondamentaliste. Euh, je pense qu'il faut aller au-delà des apparences politiques ou des idées politiques et se dire, bon, on est là pour les gens, pour le peuple. Les impôts et le système de la santé, les deux sont liés. Les deux sont liés, donc c'est un équilibre. Hein. Il faut balancer assez. C'est assez difficile, mais il faut savoir balancer les deux. Il n'existe pas un pays où on peut vivre sereinement. Okay, la sérénité dépend du travail des autres. Hein, de ceux qui ont souffert, qui travaillent. Hawaï, donc il y a un mythe que c'est un peu comment dire, un État, un pays qui est un État, en fait, euh, qui est parfait, en fait, la nourriture est très chère. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires, même dans les Caraïbes et dans l'océan Pacifique. Donc, il faut étudier l'histoire, c'est ça qui est important. Il faut étudier l'histoire, c'est important. On ne peut pas vivre qu'au moment présent. Voilà. Despite, malgré. Donc ici, on avait un petit poème. Hein, à l'expression du divin visage, et a-t-elle illuminé nos collines parmi les nuages, et a-t-on bâti Jérusalem ici, parmi ces sombres moulins sataniques. On avait parlé des fermiers, des travailleurs agricoles. Okay. Là, j'avais donné quelques vocabulaires. Stocker la nourriture, préserver la nourriture, conserver la nourriture, ou la récolte. Okay. L'année précédente. Tu m'avais parlé d'un ami ou d'une amie euh, qui n'a pas besoin de travailler, qui a un appartement qui vaut environ 20 millions de dollars et qui donne sur Central Park. Elle n'a jamais pensé à l'argent, où elle n'a jamais dû avec un petit accent circonflexe ici, elle n'a jamais dû se préoccuper de l'argent. Ça ne veut pas dire que, bon, peut-être qu'elle travaille, elle ne travaille pas, sans avoir quoi que ce soit.
sans avoir fait quoi que ce soit, without having done anything. Donc elle vient d'une famille riche, apparemment. Euh, Dans les grandes villes, on peut avoir beaucoup de riches et de pauvres qui vivent les uns à côté des autres, ou qui vivent côte à côte, les uns à côté des autres, les uns qui vivent à côté. Attends, les riches et les pauvres qui vivent les uns à côté des autres, ou qui vivent côte à côte. Ok. Donc on a deux verbes qui s'opposent ici, chuter, dégringoler, collapser et s'élever, augmenter, etc. Ok, dans le court terme. Euh, il est difficile de survivre, enfin, quand on a un travail, si par exemple on travaille chez McDo, Burger King, dans un fast-food, et qu'on habite à New York, ça va être difficile. Voilà. Moi, j'ai un ami qui travaille, il est conducteur de train à New York, et bon, il ne gagne pas très bien, mais bon, c'est toujours, ce n'est pas négligeable. Et sa femme travaille dans la finance, et c'est elle qui gagne le plus d'argent, donc ils ont acheté un appartement à New York, dans Brooklyn. Et donc, tu vois, le monsieur est assez pauvre, mais la madame est assez riche. Donc, c'est un autre exemple de riches et de pauvres qui vivent ensemble. Je rigole. I'm laughing. I'm just joking here. Euh, Nous allons tomber de la falaise. We're gonna fall from the cliff. Ok. Je ne pense pas que nous allons tomber de la falaise. Il y a certainement un problème avec les États-Unis. Donc, pour toujours, forever. Qu'est-ce qu'on avait parlé ici? Le pouvoir plus que les autres. Euh, le pouvoir est éphémère, il n'est jamais éternel. Ok. On avait parlé du livre The Stones of Venice. Je n'ai pas eu le temps de le lire, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai depuis samedi, en fait depuis les résultats, depuis dimanche, j'ai vraiment été préoccupée. J'ai parlé à un ami qui, il est français, il vit au Mexique. Où est-ce qu'il habite? Je me souviens plus du nom de cette ville. Et on n'arrête pas de parler de ce qui s'est passé, des résultats. Donc on est un petit peu pessimiste, voilà. Donc nous avions parlé des Stones of Venice, ok, les pierres de Venise, qui parlent un petit peu, euh, disons, de l'histoire de Venise. Donc je vais le lire. I'm reading a book on persuasion engineering. It's not the best book, but I'm trying to finish. When I start, I like to finish, especially with books. And imagine if it's a bad book, ooh, it's really hard. Donc, nous allons parler un peu de ce qui s'est passé samedi et dimanche, euh, rapidement. Là, j'ai lu La France contemporaine. Et puis, donc, tu me dis si on se voit mardi ou mercredi. Je t'envoie un email après cette vidéo, d'accord? Et puis, euh, et puis voilà. Tu passes une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et on se voit très bientôt. Au revoir.